Fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous avons le privilège de recevoir M. Bazoum Mohamed. Il est le candidat du PNDS Tarayya, le parti au pouvoir, pour la prochaine présidentielle du 27 décembre prochain, présidentielle couplée aux élections législatives. Alors, Monsieur Bazoum Mohamed, vous êtes, je le disais tantôt, candidat du PNDS Tarayya à la présidentielle nigérienne de 2020-2021. Le PNDS, qui je le rappelle, est l'actuel parti au pouvoir au sein duquel vous avez occupé plusieurs postes ministériels. La présidentielle au Niger enregistre 30 candidats, une première dans le pays. Nous allons nous intéresser durant ces 26 minutes à votre programme de campagne dénommé Programme de Renaissance 3, consolidé et avancé. Alors, pourquoi l'avoir intitulé ainsi? Nous l'avons libellé ainsi parce que le programme présenté par le président Issoufou en 2011 était libellé de la même façon. C'est le même libellé qui a été reconduit en 2016 dans la mesure où je poursuis l'action du président Issoufou et que je reste dans la philosophie qui a sous-tendu son programme. Nous avons reconduit le même libellé, mais dans la mesure également où je suis différent du président Issoufou, en ce sens que lui, il a épuisé ses deux mandats et il s'en est allé. Je vais consolider ce qui avait été acquis sous le président Issoufou et avancer. Voilà, ce programme s'articule autour de 12 points. Le premier parle de la consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Vous insistez cependant sur le renforcement de l'état de droit dans vos nombreuses sorties. Les Nigériens qui vous écoutent en ce moment veulent savoir comment comptez-vous consolider les institutions? Nous allons les consolider en renforçant l'esprit qui les sous-tend. Vous savez, ce qui sous-tend le fonctionnement des institutions démocratiques, c'est la vertu. Et il est exigé des acteurs qui concourent à l'expression de l'état de droit d'être en phase avec cette exigence éthique de l'état de droit qu'est la vertu. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup, j'insiste peut-être outre mesure, sur la nécessité de cette vertu pour que l'état de droit ait un contenu et un sens. Monsieur le Président Bazoum Mohamed, vous insistez, permettez-moi de le dire, sur la vertu. Alors, comment techniquement cela va être mis en place? Comment est-ce que vous allez faire pour amener les uns et les autres à pouvoir s'aligner derrière cette vision? Malheureusement, on n'a pas de formule technique pour que les gens se comportent bien. Car si c'était le cas, tout le monde se serait bien comporté. C'est une application qu'il fallait mettre en œuvre. Il faut être exigeant vis-à-vis des agents de l'État en particulier, dans la gestion de la chose publique. Et par les moyens de la coercition à la disposition des pouvoirs publics, faire en sorte que les agents de l'État se comportent bien. Il faut que s'arrêtent certaines pratiques. Et il n'y a que l'exemple des mesures de coercition qu'on peut prendre et qui peuvent affecter certains pour que l'on comprenne que les choses doivent changer et que les choses changent en effet. En somme, vous allez donner l'exemple si on retient. Voilà, c'est ça. Il faut prêcher par l'exemple dans la mise en œuvre des exigences de l'esprit de l'état de droit dont j'avais parlé plus haut. Second point, la défense et la sécurité intérieure. Ces dernières années, le Niger a subi des pertes importantes au sein des forces de défense et de sécurité, des familles endeuillées dans des attaques terroristes jusqu'aux portes de la capitale Niamey. Je vais m'arrêter là. Comment est-ce que le candidat Bazoum Mohamed que vous êtes entend y remédier en garantissant aux populations une sécurité certaine? Ce qu'il faut savoir, c'est que les foyers des organisations terroristes qui sont sur le territoire de l'État du Mali, dans la région, notamment de Menaka et un peu dans la région de Gao,
sont à 200 km de la capitale du Niger. C'est beaucoup plus loin que de Bamako. Et pour nous, le défi du terrorisme, quand nous en parlons en ayant vu cette réalité. C'est totalement différent de la perception que peuvent en avoir les autorités maliennes, parce qu'elles sont à 1600 km de ces foyers en question. C'est pourquoi lorsqu'il y a une incursion sur 5 km, comme à Inates ou comme à Chinagodar, la dernière fois, ça se passe à 200 km de Niamey. Oui, en effet, nous avons eu des postes militaires avancés, de reconnaissance, on les appelle. Nous avions eu, depuis les années 80, nous avons installé des postes militaires de reconnaissance. Les années 80, c'était des années où il n'y avait pas de terrorisme. Et nous n'avons pas changé cela jusqu'à ce que nous ayons eu ces épreuves dont vous avez parlé. À partir des leçons que nous avons tirées de cette situation dramatique, nous avons changé de concept de déploiement de nos forces. Nous avons mis fin au PMR statique, qui était une proie facile pour les organisations terroristes qui pouvaient réunir à peu près 400 combattants, venir en quelques minutes se fondre sur nos positions statiques et avoir les résultats qu'ils ont eus. Depuis le jour où nous avons changé cette doctrine de déploiement de nos forces, vous voyez bien, et ça fera bientôt une année, que nous n'avons plus affaire à de telles situations. Et nous avons par conséquent une projection dynamique de nos forces qui les rend moins vulnérables à l'asymétrie citée de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Voilà, nous poursuivons avec le troisième axe de votre programme, une diplomatie selon votre programme qui doit porter sur 3 points, la sécurité, l'économie et l'environnement. Une diplomatie très active d'ailleurs sous le régime du président Issoufou Mahamadou. N'avez-vous pas le sentiment d'avoir une certaine pression si vous ne faites pas mieux? Bon, nous allons nous efforcer de faire la même chose que le président Issoufou. Moi, j'ai animé la diplomatie de mon pays pendant le premier mandat du président Issoufou et je n'ai jamais été très éloigné des questions diplomatiques, même lorsque je suis revenu au ministère de l'Intérieur, parce que l'agenda diplomatique régional est un agenda sécuritaire, tout simplement. Et ces questions restent malheureusement encore d'actualité. Je pense que nous pouvons poursuivre l'effort entrepris par le président Issoufou avec des chances de fortune égale. Quatrième axe de votre programme, les questions économiques et financières. L'économie nigérienne est dominée par le secteur primaire et le secteur informel. Un secteur secondaire faible et surtout une économie pas suffisamment moderne, faiblement diversifiée et peu compétitive dans un contexte d'ouverture de frontières. Que fera Bazoum Mohamed? Voilà, c'est le grand défi, le défi de la ZLECAf pour un pays comme le Niger, qui est un pays enclavé et qui n'a pas toujours des avantages comparatifs très nets, très évidents, et qui était déjà victime un peu des mesures d'intégration prises dans le cadre de l'UEMOA et de la CEDEAO. Mon programme consiste à dire que nous devons, pour le commerce, dans le cadre de la logique de la ZLECAf, identifier des produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif et mettre en œuvre une politique justement qui fasse la promotion de ces avantages. Nous allons insister en particulier sur le secteur agricole. Nous avons un certain nombre de productions pour lesquelles nous avons en vérité de grands avantages. C'est sur elles que nous allons mettre l'accent. Nous sommes un grand pays de l'élevage avec des capacités qui sont importantes mais qui sont sous-exploitées. Nous avons aussi d'autres productions dans le domaine agricole et c'est sur elles que nous mettrons l'accent. Voilà un peu ce que nous envisageons de ce point de vue. Nous voulons faire en sorte qu'une bonne partie de l'agriculture et de l'élevage, donc du secteur primaire, passe au secteur secondaire. Et évidemment, nous allons faire aussi la promotion des activités qui relèvent du secteur tertiaire,
Ce sont les grands axes de notre politique économique tels que nous les avons définis dans ce programme. Monsieur Bazoum Mohamed, développement de l'agriculture, de l'élevage, nous en venons au 5e point qui porte sur le développement rural et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'un des gros problème qui affecte les populations nigériennes. Le président Issoufou Mahamadou a mis en place l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériennes. Quelques réalisations ont été enregistrées. La création du FISAN, le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et j'en passe. Tout ceci est toujours insuffisant. Qu'allez-vous faire ? Nous allons déjà mettre en œuvre le FISAN. Nous venons de le concevoir, nous venons de le créer. Il n'est pas opérationnel. Nous allons le rendre opérationnel. Ce sera l'instrument majeur dont nous nous servirons en direction du monde rural pour promouvoir la production agricole, à moderniser surtout le financement, le commerce. Et donc, c'est ça notre outil principal. Nous avons, je vous ai dit, de production sur lesquels nous avons de véritables avantages comparatifs. Nous allons aussi faire leur promotion. L'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a permis de multiplier par 4 la quantité de produits agricoles hors saison de pluie, grâce donc à la maîtrise de l'eau et à l'exploitation de l'eau. Nous allons mettre l'accent encore davantage sur l'exploitation des ressources hydriques disponibles. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, au Niger, il y a beaucoup de ressources de surface et il y a beaucoup aussi de sources souterraines. Avec un coût d'énergie un peu plus bas que ce qui est en cours, il est possible de produire dans l'agriculture et cette production pourrait être compétitive même dans le cadre de la ZLECAf. En tout état de cause, nous, notre objectif, c'est déjà atteindre l'autosuffisance alimentaire et ce sont les investissements dans le secteur agricole, à travers notamment le FISAN, qui vont nous permettre de réaliser cet objectif-là. Le 6e point, M. Bazoum Mohamed, porte sur l'hydraulique urbaine, rurale et l'assainissement. Alors, Niamey est probablement la capitale la plus rurale d'Afrique de l'Ouest. Comment vous allez relever ces défis? Comment favoriser l'accès universel à l'eau pour l'ensemble des populations nigériennes? La ville de Niamey a tendance à s'étirer parce que tout simplement, il y a une mauvaise politique de lotissement qui n'est pas tout à fait urbaine en vérité. Les gens ont tendance à construire des maisons à un seul niveau et à utiliser beaucoup d'espace pour des constructions qui n'en ont pas besoin. Notre programme, il prévoit que nous envisagions une autre forme d'utilisation de l'espace avec une nouvelle politique de lotissement. Nous allons construire en hauteur, nous allons répondre aux exigences de l'urbanité telles que cela s'impose dans toutes les villes du monde. C'est ça notre défi et nous allons y faire face à travers un certain nombre de mesures justement que nous avons préconisées. Je ne pense pas que nous soyons la capitale dont les quartiers périphériques bénéficient de moins de raccordements dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Je ne le pense vraiment pas. Mais comme la ville s'étire, ainsi que je viens de le dire, ces services-là d'électricité et d'eau ne sont pas suffisants et ne vont pas aussi loin que nous l'aurions souhaité. Mais pour maîtriser tout ça, il faut déjà maîtriser l'espace urbain, le contenir, ne pas lui permettre de se développer comme cela se passe de façon anarchique dans le cadre d'un lotissement qui ne prend pas en compte le plan directeur, le schéma vraiment directeur d'urbanisation. Monsieur le Président, vous venez de le dire, au Niger, on ne construit pas en hauteur. Cela est peut-être lié à l'immensité du territoire, plus d'1 million de kilomètres carrés. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est une question de mentalité et d'habitude, tout simplement. C'est vrai que le matériau de construction coûte cher à cause du transport et très peu de personnes peuvent construire en hauteur, mais
Moi, j'envisage un programme de logements sociaux qui va commander justement que nous utilisions les formules de construction en hauteur et nous allons développer de nouvelles habitudes plus conformes aux exigences de notre urbanisation. Voilà. Le 7e axe porte sur le développement des services, le transport et le transit, le tourisme, l'hôtellerie, l'artisanat et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la poste et bien évidemment des médias. Le numérique aujourd'hui est un puissant levier de développement. La crise du Covid l'a mis en évidence. Quels sont vos engagements dans ce secteur? Mon principal engagement, c'est qu'après que nous avons mis en place ce que nous avons appelé l'Agence nationale de la société de l'information, nous puissions mettre en œuvre le projet de la cité de la technologie et de l'innovation et de la technologie. Nous avons un site à une vingtaine de kilomètres ici où nous nous proposons de mettre en place justement cette cité de l'innovation et de la technologie. Et avec elle, nous aurons une grande base qui va nous permettre d'utiliser les nouvelles technologies comme peut-être cela se passe très rarement dans les pays africains. Et nous serons en mesure de mettre en œuvre aussi, de faire fonctionner ce que nous avons appelé l'académie du codage. Nous nous proposons de former 1000 codeurs d'ici à la fin de mon mandat et ce sera des jeunes qui seront en mesure d'inventer des applications que nous utiliserons dans tous les services, tant sur le plan économique que au niveau des services sociaux. Et voilà, nous avons aussi notre politique de village intelligent. Nous nous proposons de créer une plateforme qui va utiliser le numérique dans l'enseignement universitaire. Ce sont autant d'idées qui sont contenues dans notre programme et dont la mise en œuvre va se faire de façon très rapide. Et nous comptons rattraper notre retard dans ce domaine, mais aussi aller vite et avoir des avantages que n'ont pas d'autres pays. Le 8e axe, Monsieur le Président, il s'agit du développement du secteur minier, pétrolier et de l'énergie. Alors, le Niger est l'un des pays où l'énergie coûte cher. Cette cherté a un impact sur la création d'entreprises et par ricochet sur la création d'emplois. Les Nigériens qui vous regardent en ce moment et qui vous écoutent, peuvent-ils espérer mieux si jamais ils vous faisaient confiance au soir du 27 décembre? Oui, là, nous avons déjà notre barrage de Kandaji qui va être opérationnel d'ici 2 ans et qui va nous permettre d'accéder à une énergie moins chère, ce qui va réduire le coût global de l'énergie. Nous avons un grand projet industriel de production de l'électricité au moyen du charbon dans la région de Tawa. Son financement jusqu'à présent a été relativement problématique, mais je compte porter ce projet de façon à le faire aboutir. Nous avons de belles perspectives avec l'exportation du pétrole brut. Ça nous permettra d'accéder à des ressources qui peuvent nous permettre de financer ce projet-là. Et nous comptons produire une électricité bon marché qui va avoir un grand impact sur l'économie de notre pays. Ça, c'est le projet le plus important sur le plan industriel que nous avons en vue et que nous ferons aboutir, plaise à Dieu. Et puis, nous sommes, comme vous le savez, un pays très ensoleillé et nous sommes en train d'encourager l'énergie solaire. Nous sommes en train de créer des unités de production d'énergie solaire. Nous allons démultiplier les projets de ce genre-là de façon que nous puissions disposer d'énergie à bas coût et en grande quantité sur les 5 ans de programme que je présente aux Nigériens. Alors, le 9e axe porte sur le commerce et la promotion du secteur privé. Vous avez d'ailleurs à cet effet rencontré le secteur privé nigérien, vous leur avez présenté votre programme, vous les avez écoutés.
tous n'ont pas pu effectuer le déplacement. Je pense qu'ils sont en train de vous suivre en ce moment. Le Niger, ces dernières années, a progressé selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires. La destination Niger n'est pas très prisée par les investisseurs comparé à d'autres pays de la sous-région. Que prévoyez-vous à ce niveau? Nous prévoyons d'améliorer justement le climat des affaires et d'inciter les investissements directs étrangers. C'est vrai que nous étions un pays qui était moins connu, qui était aussi passablement défavorisé par le contexte de la sous-région, marqué notamment par la prévalence du phénomène du terrorisme pour notre malheur ces dernières années, où pourtant nous avons fait beaucoup d'efforts pour faire connaître notre pays et puis ce qui est en train de se passer à travers le fait que le président Issoufou quitte le pouvoir après ses 2 mandats, qu'il soit remplacé par un autre Nigérien à l'issue d'élections libres et démocratiques, est un facteur très favorable pour l'image internationale de notre pays. Donc vous voyez bien que nous avons beaucoup d'avantages et nous comptons exploiter ces avantages en faisant preuve davantage de rigueur sur le comportement des acteurs qui sont en contact avec les investisseurs. Nous voulons promouvoir le secteur privé nigérien. Je disais hier dans mon exposé devant les hommes d'affaires, vous vous souvenez, que 60% de notre produit intérieur brut relève du secteur informel. Pourtant, il ne participe que pour 3% aux recettes fiscales. C'est une situation absolument intolérable et nous sommes en train de prendre des mesures pour faire en sorte que sur les 26 000 sociétés, il n'y ait pas que 350 seulement qui soient réellement fiscalisées. Nous allons étendre l'assiette fiscale, nous allons formaliser toutes ces entreprises, toutes ces sociétés, en mettant l'accent sur les nouvelles technologies, de façon que nous fassions la promotion du secteur privé interne. Et nous allons améliorer l'état de droit. C'est une des raisons pour lesquelles justement j'insiste sur l'état de droit, afin que nous encouragions les investissements privés extérieurs, les investissements directs étrangers. L'un des obstacles aux investissements directs étrangers, c'est le comportement d'un certain nombre d'acteurs nationaux dans le domaine du fisc en particulier. Et nous avons identifié ces problèmes et nous avons dit toutes les mesures que nous avons à prendre en vue de remédier à cette situation-là. Sous le régime du président Issoufou, la maison de l'entreprise a été créée, vous allez la maintenir? Oui, bien sûr. Tout ce qui avait été acquis et qui nous vaut les éloges de la communauté internationale qui s'intéresse justement aux questions financières va être maintenu et renforcé. Alors, nous poursuivons avec le 10e axe. Monsieur le Président, les questions sociales et culturelles, la démographie, vous avez insisté là-dessus, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes. Le Niger est l'un des pays à fort taux de natalité, forte contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé qui enregistre constamment d'ailleurs des mouvements de grève, la faiblesse des ressources, le vieillissement de l'administration. Vous l'avez notifié la dernière fois quand vous avez rencontré les organisations syndicales et celles de la société civile. Les attentes sont nombreuses. Que répondez-vous aux Nigériens qui s'interrogent sur ces questions? C'est beaucoup de questions en même temps que vous soulevez à travers ce que vous êtes en train de me demander. Je vais m'efforcer d'y répondre en espérant que je serai pertinent. Nous avons un grand défi, c'est celui de l'éducation au Niger. Je voudrais au passage vous dire que depuis 2017, nous n'avons plus eu affaire aux grèves dans les secteurs de la santé et de l'éducation parce que nous avons vraiment réglé les problèmes, si tant est qu'on puisse le dire de ces secteurs-là, ici comme ailleurs, au demeurant. Mais la base du développement de notre pays, ce sera son éducation. L'éducation au Niger est totalement en panne et je disais hier au syndicat que nous allons engager une politique de dialogue
avec les syndicats, mais pas qu'avec eux. La question de l'éducation, elle concerne tous les citoyens. Et chacun des citoyens du Niger est à mesure de faire une évaluation de notre système éducatif. Il nous faut le concevoir de façon à faire en sorte que quand un enfant va à l'école, il apprenne à lire et à écrire et qu'il soit apte à un moment donné d'apprendre des choses qui peuvent le servir dans la vie parce qu'elle l'oriente vers une formation professionnalisante avec capacité d'accéder à terme à un emploi. Ça, notre éducation aujourd'hui ne l'assure pas. Vous vous souvenez des chiffres terribles que j'ai eu à donner. Dans certaines régions, nous avons un taux de renvoi en classe de 6e de 45% des enfants. Donc nous devons mettre fin à cette situation. Ce sera extrêmement difficile, mais nous allons prendre le taureau par les cornes. J'insiste aussi, parce que j'ai lié l'éducation à la problématique de la démographie, j'insiste donc sur la nécessité de créer des internats dans les collèges ruraux. Les jeunes filles qui vont en sixième dans des collèges qui ne sont pas dans leur village d'origine. Ont des problèmes à avoir des tuteurs qui peuvent rassurer leurs parents et les maintenir à l'école. Faute de tels tuteurs, en général, les enfants rappellent, les parents rappellent leurs enfants filles et les donnent en mariage à l'âge de 13-14 ans. Ça, c'est un des facteurs, justement, qui fait que le Niger soit un pays où le taux de fécondité synthétique par femme est le plus élevé. Et mon projet, mon idée à moi, c'est notamment que nous créons des internats dans les collèges ruraux de façon à maintenir les filles à l'école pendant longtemps, pendant très longtemps, et leur éviter les couches à l'âge de 14, 15, 16 ans. Maintenant, une fille à l'âge de 18 ans à l'école, on lui évite 2 à 3 couches. Ça, à terme, ça va peser sur la problématique de la démographie et de son évolution dans notre pays. Et tout est lié évidemment à la problématique de la démographie, c'est-à-dire la capacité de notre école à maintenir les enfants pendant longtemps, notre capacité à offrir des soins à la population dans un contexte de natalité débridée, comme c'est le cas aujourd'hui, notre capacité à délivrer le service de l'eau potable au profit de toutes les populations, etc., etc. Vous voyez, toutes ces questions-là ont à voir avec la problématique de la démographie. Et il faut trouver une solution à ce problème. Une des solutions consiste notamment à appuyer sur le levier de l'éducation. Si nous faisons en sorte que notre école s'améliore, je suis convaincu que ça va avoir un impact sur la croissance démographique et sur nos capacités à délivrer les services sociaux de base. Monsieur Bazoum Mohamed, le 11e point, l'aménagement du territoire, du développement urbain, de l'habitat, du cadastre. Vous l'avez effleuré un peu plus haut. Niamey, capitale la plus rurale d'Afrique de l'Ouest, permettez que j'insiste dessus. Il faut reconnaître aussi que certaines contraintes ne favorisent pas un certain nombre de choses. La situation géographique du Niger, l'étendue du territoire, autant de défis à relever, Monsieur le Président. Bon, dans l'aménagement du territoire, dans la problématique de l'urbanisation, l'étendue du territoire n'a aucune espèce d'importance. Vous avez des pays comme les États-Unis qui sont très vastes, mais qui se sont urbanisés, qui ont été bien aménagés. Donc oui, nous avons ces défis. L'une des idées que moi je préconise, c'est de mettre la topographie avec le foncier, le cadastre. Nous avons deux services différents. En ce moment, nous avons ce que nous appelons l'Institut général, l'Institut géographique du Niger, pardon, et nous avons aussi un service de cadastre rattaché au ministère des Finances. Ce dernier est rattaché au ministère des Finances, l'autre est rattaché au ministère de l'Habitat. Nous allons mettre ensemble tous ces services qui ont rapport avec le foncier. Et de la sorte, nous pouvons maîtriser l'impôt foncier qui nous échappe totalement et nous aurons une même base d'identification et d'information qui va nous permettre de maîtriser
le développement des villes avec une politique plus harmonieuse et plus équilibrée. Donc voilà un peu quelques idées que je puise dans ce programme volumineux et qui est très détaillé sur ces questions. Nous avons une politique de l'aménagement du fleuve Niger, hein, très détaillée dans notre programme, et vous verrez que nous ferons du fleuve Niger un grand instrument de l'épanouissement de la ville de Niamey. Voilà. Nous terminons avec le 12e axe, qui est justement le financement de ce programme. Où est-ce que vous allez trouver les ressources financières dans un contexte de rareté? Sur les 5 ans, nous envisageons un programme de presque 14 000 milliards. Nous aurons 9 000 milliards sur la base de nos recettes propres et nous attendons 5 000 milliards de la communauté internationale. Nous sommes dans des ratios qui sont convenables comme ça et nous serons à l'horizon 2023 producteurs de pétrole brut, exportateurs donc de pétrole brut. Nous aurons des ressources financières additionnelles qui vont changer du tout au tout la configuration de notre économie et nous aurons des capacités désormais d'accès à des ressources extérieures plus importantes. Nous aurons une capacité d'endettement encore plus forte et nous ferons les investissements qu'il faut pour la prise en charge des différents éléments du programme que nous avons défini. Monsieur Bazoum Mohamed, le 27 décembre sera le premier tour de la présidentielle couplé aux élections législatives. Pour le Niger, 30 candidats sont en lice. Les Nigériens qui nous suivent en ce moment voudraient savoir pourquoi ce jour ils doivent porter leur choix sur vous. Ils doivent porter leur choix sur moi parce qu'à l'évidence, je suis le candidat qui a le plus d'expérience de l'État. Je suis le candidat le plus connu des Nigériens et également j'ai une image très positive. Excusez ma modestie, mais c'est très clair que mes concurrents, très peu, sinon aucun d'entre eux, n'a les qualités qu'on me prête en général sur la base de ce qu'on sait de moi. Vous aurez constaté que mes adversaires, pour me combattre, alors que je suis dans les arcanes de l'État depuis 30 ans, n'ont jamais invoqué des choses qui ont à voir avec ma moralité, avec la gestion que j'ai pu réaliser dans le cadre de mes responsabilités gouvernementales. N'ont jamais dit de moi que je ne suis pas un grand démocrate, n'ont pas davantage dit que je serais un homme malhonnête. Et donc, par conséquent, la seule chose qu'ils ont eu à dire, c'est que je ne serais pas un Nigérien d'origine dans un pays dont la loi a dit que quiconque a une résidence habituelle au Niger est considéré Nigérien d'origine. C'est une loi de 1961 qui a dit que présumé Nigérien d'origine, quiconque né sur le territoire nigérien de 1961 à 1999 est présumé Nigérien d'origine, à part les enfants des diplomates. Et donc, par conséquent, je suis le seul à avoir élaboré un programme très détaillé que voici, qui contient tout ce que nous avons à faire sur les 5 années à venir. Aucun d'autre de mes concurrents ne s'est donné la peine de réfléchir sur l'école, sur la santé, sur les nouvelles technologies, sur l'hydraulique, sur tous ces thèmes-là que nous venons de passer en revue. Et donc, par conséquent, adossé à un parti aussi fort que le PNDS, je donne aux Nigériens la garantie de la stabilité dont le pays a besoin. Et donc, par conséquent, de ce point de vue, je suis totalement singulier.
et j'ai des avantages qu'aucun de mes concurrents ne possède. Monsieur Bazoum Mohamed, merci et nous souhaitons bonne chance. Alors, c'était Bazoum Mohamed, le candidat du PNDS derrière la prochaine présidentielle du 27 décembre prochain. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes sur Africa Télévision.